Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder Claude Code ensemble parce que je viens de découvrir une nouvelle commande qui permet en fait un peu de découvrir certaines fonctionnalités de Claude Code que peu de gens connaissent. Alors, je suis déjà allé faire un petit tour, j'en connais quand même quelques-unes, mais j'ai découvert des nouvelles choses. Donc, je vous propose qu'on les descende ensemble et je pense que vous allez trouver ça assez intéressant. Donc en fait, comment ça marche? Vous ouvrez une nouvelle session de Claude Code, vous écrivez Power Up. Donc là, il nous explique déjà Discover Claude Code Features for Quick Interactive Lessons. Ok, allez, go. Donc on a 10 Power Up aujourd'hui. Donc le premier, celui-là, il est assez connu, je pense que vous le connaissez, c'est Talk to Your Code Base. Donc en fait, comment ça marche? Juste quand vous êtes en train d'écrire un prompt, vous pouvez mettre un at pour indiquer un fichier de votre codebase. Ça permet à Claude d'aller directement, plutôt que de lui dire va dans tel dossier, va dans tel fichier, ou alors juste de lui donner de vagues indications et qu'il passe du temps à scanner toute la codebase pour trouver le fichier. Vous lui mettez un petit at comme ça, et du coup, il a un emplacement très très clair de où se trouve le fichier que vous voulez qu'il regarde. Et apparemment, vous pouvez même passer un numéro de ligne comme ça pour être encore plus précis sur l'emplacement où vous voulez qu'il aille. Donc celui-là c'est pas mal. On va le marquer comme complet Steer with modes. Alors celui-là je vais le découvrir avec vous. Qu'est-ce que c'est? Press Shift Tab to cycle permissions mode. Each mode changes how much Claude asks before acting. Et ouais, parce que c'est vrai que moi je le laisse tout le temps en mode défaut. Donc, bon, c'est le plus safe en fait, hein. Il vous demande à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, qu'il veut modifier un fichier, qu'il veut exécuter une commande bash, presque tout. Euh, il vous demande la permission avant de le faire. Et c'est vrai que bah, parfois, en fait, au bout d'un moment, généralement après qu'il vous propose un plan, euh, vous avez généralement le choix entre trois options accepter et enfin exécuter le plan et accepter automatiquement toutes les modifs ou refuser. Donc c'est vrai que parfois on passe en mode accept edit, mais de base on est en mode défaut. Donc là, Research nous propose de passer en mode plan et passer en mode auto. Donc celui-là, je ne l'ai jamais utilisé à vrai dire, le mode auto. Use auto for long unattended task. Je devrais le mettre en mode auto plus souvent parce que c'est vrai que parfois c'est un peu pénible quand es en train de faire plusieurs choses en même temps. euh, Bah en fait tu lui as demandé de faire quelque chose et tu es parti ailleurs sur un autre sujet et tu reviens dans cet onglet de terminal où il était et en fait il est en attente de ton autorisation quoi. Donc tu lui dis ok, tu repars, tu reviens 5 minutes après et encore une autre autorisation. Et en fait parfois il peut y avoir une succession de beaucoup de demandes d'autorisation, parfois une dizaine. Et en fait du coup la tâche elle va prendre trois quarts d'heure alors qu'en fait en mode auto ben, il aurait avancé tout seul. À voir quand même comment ça fonctionne. Claude décide de ce qui est sûr. Bon, j'imagine que ça a été quand même bien entraîné par Anthropic. Donc, à tester. Donc, juste Shift Tab. Donc, vas-y, Shift Tab. Ah ouais, c'est pas mal. Juste sur Mac, hein, Shift Tab, Auto Mode On, Default. Ok, franchement, c'est pas mal ça. Hop, je l'utiliserai plus souvent. Undo Anything. Celui-ci, je le connaissais pas. Et franchement, c'est très très stylé. En fait, j'imagine, ça vous arrive à vous aussi. À un moment donné, vous étiez juste plutôt en train de discuter avec lui. Et en fait, lui, il va pas attendre. Il va immédiatement modifier tout un tas de fichiers alors que vous étiez plus en mode conversation avec lui. Apparemment, ça n'existe pas le mode ask, un peu comme sur Cursor,
où en fait c'est juste une conversation mais il modifie aucun fichier. Donc là, vous pouvez avoir besoin parfois de juste annuler les derniers changements qu'il vient de faire. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je le promptais. Je lui disais non, 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 annule tout ce que tu viens de faire. Et bien souvent, il comprend correctement, il va annuler les derniers changements. Mais parfois, il va remonter plus loin, tu vois. Donc là, en fait, juste apparemment, en pressant 2 fois la touche échappe, escape, il va revenir dans un état précédent. Donc, si je fais. Hop, ah mince, bon bah là, du coup. Hop, ok. À tester, mais peut-être que du coup, il suggère de revenir juste à un état précédent de la session et pas forcément au début de la session. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Run in the background. Ok. Ça, je l'utilise pas beaucoup aussi. Long build and test suites do not have to block you. Add and to any bash command and it runs in the background. You keep chatting cloud notifies you when it finishes. Ok, donc il faut ajouter ce symbole et là. Je ne mets plus esperluette en français. Ok. Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche. En fait, juste comme ça, tu lui promptes et à la fin de ton prompt, tu mets une esperluette et il va le faire en mode background. Ok. Et après, du coup, tu lui fais un slash task, ça lui permet de voir les tâches de background qui sont en cours. Ok. Claude can read task output mid-run and react to failures automatically. Ok, bon, c'est pas mal ça. C'est vrai que parfois, du coup, ça dépend vraiment des sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Euh, Moi, je sais que je suis souvent assez synchrone en fait. Voilà, je lui demande nanana. Et parfois, dans le flux de tâches que je lui demande, il va avoir une tâche qui est un petit peu longue et qui n'est pas forcément indispensable à la suite du développement de la feature. Là, on pourrait facilement lui demander, ok, bon, fais ça en background et j'ai envie qu'on enchaîne immédiatement sur telle ou telle chose. Ah, ça c'est cool. Ok. Teach Claude your rules. Ok, Claude.md, ça je connais. Ok. Alors, vous savez, en fait, il faudrait que je fasse une vidéo, même une vidéo entière là-dessus, hein, mais vous avez bien sûr les fichiers Claude.md à mettre dans un repo. Et Claude, lorsqu'il démarre une nouvelle session, va immédiatement lire le contenu de ce fichier. Donc ça vous permet de mettre en place des instructions concernant votre projet, des choses dont vous voulez absolument qu'à chaque session, il les prenne en compte. D'expérience, ça fonctionne assez bien. J'ai aussi testé de mettre des claudes.md pas uniquement à la racine, mais en fait, on peut le mettre aussi dans des sous-dossiers. On peut le mettre en fait où on veut. Et par exemple, dans des applications Laravel, euh, moi j'utilise Postgres sur la plupart de mes projets, même tous maintenant. Dans le dans le dossier database d'une codebase Laravel, je lui ai mis un fichier claude.md pour lui demander de ne pas utiliser certaines méthodes de Laravel qui ne marchent pas sur Postgres en fait, parce qu'il arrivait tout le temps avec des migrations en faisant la méthode after par exemple. Bref, c'est quelque chose que Claude faisait et que moi je n'en voulais pas dans ma codebase. Donc c'était un endroit particulier, j'avais pas forcément envie que ce soit loadé au global pour le projet, mais uniquement quand il va créer des fichiers dans un dossier spécifique. Donc c'est assez puissant. Et donc oui, effectivement, il y a la commande init. Pardon. Quand vous lancez Claude pour la première fois dans un codebase, vous pouvez lancer cette commande /init, ce qui va vous créer votre fichier claude.md. Et en fait, il va
il va analyser votre code base et il va arriver avec une suggestion voilà, de choses à mettre dans le fichier cloud.md. Souvent, il faut se méfier, je pense qu'en fait, c'est bien de lui demander de faire ça, /init, pour avoir un peu une base de travail dans le cloud.md. Mais généralement, après, il faut beaucoup élaguer ce qu'il va mettre parce que moi, les quelques fois où je l'ai fait, il m'a sorti un fichier CloudMD de 300 lignes et en fait, il y a énormément de blabla et ça va vous faire une consommation de tokens incroyable si vous commencez à avoir des fichiers cloud.md trop volumineux. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Ouais. Et le /memory, donc apparemment, ok, ça je n'avais pas testé. Tu lui fais /memory et ça lui permet de modifier directement le fichier cloud.md. Intéressant. Allez, on enchaîne. Extend with tools. Effectivement, alors MCP, vous devez connaître ce que c'est qu'un MCP, mais rapidement, c'est juste une espèce en fait de manière pour les agents IA de se connecter à tout type d'outils en fait, tout type d'application. Donc là, vous voyez dans les exemples qu'ils donnent, il y a Slack, il y a GitHub. Moi, j'utilise Trello. En fait, ça permet de demander à son agent d'interagir avec un autre système, comme une API. En fait, c'est une API pour les agents. Donc, par exemple, moi, j'utilise le MCP Trello. Et ça me permet de demander à Claude directement je lui passe un lien, souvent d'un ticket, et je lui dis, en utilisant le serveur MCP Trello, regarde ce ticket. Et il arrive avec, il a accès au ticket, du contenu du ticket en fait. Vous n'avez pas besoin de lui donner une clé API ou quoi que ce soit. Enfin, il faut quand même faire le branchement du serveur MCP. Et la méthode pour se brancher est différente en fonction du MCP. Généralement, c'est pas très compliqué. Et les MCP, vous pouvez les mettre pas uniquement dans Cloud Code, hein, vous pouvez les mettre dans Cursor et dans plein d'autres endroits où vous utilisez les IA en fait. Hein. C'est devenu un standard pour la plupart des boîtes d'IA. Ouais, donc là vous voyez, il donne des exemples en fait. On peut demander à Claude de regarder mon agenda, de regarder sur Notion, etc. Donc c'est vraiment cool ça. Hop. Automate your workflow. Alors ça c'est vraiment un vaste univers, les skills et les hooks. Les skills en fait c'est un petit peu comme c'est un fichier .md dans lequel vous allez indiquer un prompt en fait sur un sujet spécifique. Et contrairement au fichier cloud.md, la finalité est la même que le cloud.md, hein, c'est d'injecter dans le prompt. Mais Claude.md il est tout le temps chargé, alors que le skill.md il va être chargé uniquement lorsque Claude estime qu'il a besoin de ce skill ou lorsque vous lui demandez manuellement d'utiliser ce skill. Donc typiquement, si vous avez certaines tâches un peu répétitives dans votre codebase et vous remarquez que vous êtes souvent en train de demander à Claude vous lui donnez tout le temps le même prompt, fais les choses de telle manière, etc. etc. En fait, plutôt que de répéter tout le temps, si vous voyez que c'est une tâche que vous faites souvent, vous créez un skill et vous lui dites, en utilisant ce skill, fais ça. Et vous n'aurez pas besoin de respécifier tout le prompt un peu verbeux que vous mettez d'habitude. Donc c'est vraiment super puissant. Hop. And it becomes deploy. Ok, ça je sais pas ce que ça veut dire. Sauvegarder. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, dans l'exemple qui est donné, il crée un skill qui s'appelle deploy. En fait, les skills, ça se passe dans le dossier .claude/skills et vous allez créer un dossier au nom du skill. Et dans ce dossier, vous créez un fichier skill.md. Donc là, en fait, ils ont un skill qui s'appelle deploy. Et du coup, en fait, quand vous parlez avec Claude, vous pouvez juste mentionner ce skill en faisant / le nom du skill. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et vous pouvez toujours faire /skills pour voir tous les skills que vous avez. Ok.
Ensuite, les hooks, ça, je dois vous dire que je ne m'en sers pas encore. Hooks, run your own scripts on events before a call, after a response. Ok, ça je vais regarder. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée sur ça. Là, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Ok, allez, on approche de la fin. Multiply yourself, sub-agents, agents. Pareil, ça je vais vraiment juste survoler parce que c'est un très très vaste sujet. Les agents, les sous-agents. Euh, mais en gros, très très rapidement, pareil, un agent, il va avoir un peu une définition, un peu comme des skills qui lui permettent d'avoir un peu, j'allais dire une personnalité, mais en tout cas, voilà une description de comment il doit se comporter. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, Claude, il peut spawn des agents et des sous-agents qui vont aller bosser en asynchrone, en fait. Vous voyez souvent quand vous parlez, vous commencez à parler d'un nouveau problème à Claude, en fait, il va créer un agent de recherche, par exemple. Et il va enchaîner sur potentiellement encore un autre agent. Et l'agent de recherche va revenir en asynchrone avec son résultat. Et Claude, lui, il orchestre un peu tous ces agents. Euh, donc après, voilà, agent, use sub-agents. Donc Claude. Voilà, donc il explique que Clone va spawn des copies de lui-même pour travailler en parallèle. Ask it to use sub-agents, such. Voilà, mais en fait, du coup, c'est vraiment vous aussi qui devez réfléchir à la manière dont vous souhaitez utiliser les sous-agents. Parce que là, il donne en fait l'exemple utilise des sous-agents pour aller regarder ce qu'il y a dans ces 5 dossiers. Ok, très bien. Finalement, c'est un petit peu comme vous feriez potentiellement dans la vraie vie, au travail, avec des gens dans votre équipe, en lui disant, bah, toi, tu vas regarder tel dossier, toi, tu vas regarder tel dossier, etc. Euh, il faut que je regarde un petit peu la différence en termes de performance, de vitesse. J'imagine que, bien sûr, tu demandes à 5 agents de travailler en parallèle, ça va aller plus vite que d'avoir un seul agent qui regarde les 5 de manière synchrone. Mais à voir, à voir. En tout cas, il faut y penser, il faut y penser. Ouais. Donc là, on voit dans la démo, found two issues, nanana. Ok. On voit spawning 3 agents. Ok. Scanning API, ok. Ouais, après, ça rappelle aussi un peu l'idée des worktree pour, si vous voulez que l'agent, le sous-agent puisse travailler dans son propre Git worktree sans impacter le reste de votre branche. Ouais, ok. Hop. Code from Anywhere, pareil, là on est sur des grosses fonctionnalités, il faudrait que je fasse des vidéos. C'est sorti assez récemment, remote control, téléport. Ok. Donc là, par exemple, je suis sur mon ordi en local. Si je fais slash remote control, et ben après, si je passe sur mon téléphone ou sur le web, je vais pouvoir voir mon ordinateur, la locale, ma session que j'avais ouverte dans ce terminal. Ok, il faudra que je teste. Hop. L'idée, c'est voilà, de pouvoir passer plus facilement. Alors là, il y a deux choses, hein. Il y a le téléport. Tu commences une session avec Claude sur ton ordi chez toi, et puis il faut que tu t'en ailles faire quelque chose d'autre. Bim, tu prends ton téléphone et tu téléportes la session. Oui, c'est ça en fait. Du coup, avant de partir en local sur ton ordi, tu balances du remote control. Et comme ça, après, quand tu t'en vas sur ton téléphone, tu peux décider de téléporter la session que tu avais sur ton ordi en local sur ton téléphone. Il faudrait que je teste ça, j'ai toujours pas testé. Mais ça a l'air vraiment bien. Ok, et ensuite dial the model. Ok, modèle. En fait, ça c'est justement pour ajuster, changer déjà les modèles que vous utilisez. Je vais tester un peu ça. Hop. Ok. Alors comment ça marche? Slash modèle. C'est vrai que ouais.
Moi, je reste tout le temps sur le Opus 4.6. Honnêtement, je l'utilise quand même beaucoup et j'ai encore jamais tapé la limite quotidienne, hebdomadaire et tout ça. Donc, je reste sur le modèle le plus puissant. Mais vous pouvez facilement passer sur les modèles Sonnet, donc sur la 4.6 et Haiku 4.5. Je savais pas qu'il y avait 4.5. Ok. Et ensuite, le niveau d'effort. Donc ça, par contre, je l'utilise. Slash effort, set effort leverage for model usage. Et donc, on a plusieurs niveaux d'effort. Low, medium, high, max, auto. Donc moi, généralement, je crois que je le laisse en auto. Ouais, c'est ça. Pareil, enfin, honnêtement, en auto, bah, je vois pas trop. En fait, si on le voit en fait. Le- Ça affiche. Alors là, maintenant, j'ai le buddy, donc je sais pas si ça masque le truc. Euh, ok. Euh, Généralement, c'est affiché en bas à droite le niveau d'effort et je le laisse en auto parce que j'ai jamais vraiment eu besoin de le mettre en high parce qu'il est déjà tellement fort en auto quoi. Ok, ça marche. Effort de contrôle sera long, nanana. Ouais, donc c'est le temps de réflexion en fait. Hein, si vous... C'est vrai que parfois je lui pose une question et je me dis que c'est un petit peu un sujet compliqué et je le vois me répondre en une demi-seconde et je lui dis non, non, mais s'il te plaît, prends le temps de réfléchir parce que parfois ça peut être un bug sur lequel j'en suis à la deuxième ou troisième itération et je lui dis non, 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 réfléchis plus longtemps. Effectivement, high for tricky bugs, low when you just need a quick edit. Honnêtement, je le laisse en auto, j'ai pas eu de. Ça fonctionne très bien en tout cas. Hop, et voilà. Ok, donc honnêtement, moi ce que j'ai bien aimé c'est la partie rewind là avec double escape. Euh, la partie tâche en fond là, run in the background que je vais essayer. Et bien sûr les skills, il faudrait que j'en crée plus, tout ça, mais les skills, regardez obligatoirement, ça c'est vraiment hyper puissant. Euh, il faut que je teste aussi la partie remote control, ça a l'air sympa quoi. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des petites astuces comme ça, Claude Code, parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de commandes. Et bon, voilà, on les utilise pas toutes. Hein. Après, parfois, on est dans notre quotidien, on fait ce qu'on a à faire. Si vous en connaissez d'autres qui sont très utiles, tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, puis abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine. Salut.